Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. J'ai eu une cliente à un moment donné qui était une personne incroyablement naïve. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle l'était. Ses parents lui avaient appris que les adultes étaient des anges, littéralement, et elle le croyait vraiment. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait la vingtaine, elle avait cette vision extraordinairement naïve des gens. Seulement, elle avait été blessée. Et si vous êtes très naïf et que vous avez été blessé par quelqu'un, vous vous désintégrez souvent, parce que votre monde s'écroule et c'est ce qui lui est arrivé. Je lui ai dit, elle avait un diplôme universitaire dans le domaine des arts. J'ai dit, tu n'as pas lu des livres d'histoire? Et elle a répondu si. J'ai dit, bon sang, et ça n'a pas remis en cause toute l'hypothèse des adultes ou des anges? Et elle a répondu, eh bien, je l'ai lu, mais je l'ai juste compartimenté. Et cela m'a donné la clé de ce qui n'allait pas chez elle. Et nous avons réussi à l'aider, mais j'ai dû commencer son processus de guérison assez curieusement, parce qu'elle devait comprendre la malveillance par laquelle elle avait été touchée, n'est-ce pas? Elle devait le comprendre parce que sa vision naïve du monde avait été brisée par la main de la malveillance. J'ai lu un livre intitulé Ordinary Men de Browning, et c'est une étude de ces policiers polonais, je veux dire des policiers allemands, qui ont été envoyés en Pologne après que les nazis aient traversé la Pologne. Ils ont été envoyés pour policer la Pologne. Ils étaient des gars décents de la classe moyenne, dont la plupart avaient atteint l'âge de maturité avant qu'Hitler n'arrive au pouvoir. Donc ils n'étaient pas des nazis endoctrinés, pas comme des jeunes nazis. Et ils ont dû aller en Pologne et être des policiers dans des conditions de guerre. Ils avaient un commandant très humain. Il leur a dit à tous qu'ils allaient devoir faire des choses beaucoup plus brutales que ce qu'ils étaient normalement préparés à faire, et qu'ils étaient là dans un rôle de policiers non militaires. Mais ils pouvaient retourner à leur ancien emploi s'ils le désiraient. Ce n'était donc pas l'application d'une éthique autoritaire du haut vers le bas. Et Browning documente leur transformation du gars lambda du quartier, vous savez, un voisin policier, en des gens qui prenaient des femmes enceintes nues dans 2 champs et leur tiraient derrière la tête. C'est un livre brutal parce que cela les a brisés de faire cela. Ils étaient physiquement malades pendant le processus de transformation. Vous savez, il fait un très bon travail de documentation sur la façon dont une personne ordinaire se transforme en un meurtrier nazi. Et lorsque je l'ai lu, je me suis dit, mais ne compartimente pas, il s'agit de toi, non? Ce n'est pas à propos de quelqu'un d'autre quand vous lisez l'histoire. Vous pensez qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, à moins que vous soyez victime et que vous vous identifiez aux victimes. Il est très rare que quelqu'un qui lit l'histoire s'identifie au criminel. Mais à moins de lire l'histoire et de s'identifier au criminel, alors vous ne comprenez pas du tout l'histoire. Et donc, qui veut comprendre ça? Et je dis à mes étudiants, écoutez, je leur dis ça depuis 30 ans, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si vous étiez dans l'Allemagne nazie, la probabilité statistique est écrasante que vous auriez été des criminels. Vous pensez que vous auriez sauvé Anne Frank? Pensez-y à nouveau. Ces gens sont très rares. Ils mettent leur vie en danger pour faire ça. Ils mettent leur vie de leur famille en danger pour faire ça. Vous pensez vraiment être l'une de ces personnes? Tout cela signifie que vous ne savez rien. Vous ne savez rien de vous-même, vous ne savez rien des gens, vous ne savez rien de la politique, de l'économie ou de l'histoire. C'est une dure leçon. En vérité, l'Allemagne des années 30 était probablement la société la plus éduquée que le monde ait connue à ce moment-là. L'éducation seule, l'habileté seule, l'intelligence seule, la civilisation seule, pas vrai? Ah oui. Donc absolument, il n'y a pas de substitut au caractère.
Pascal a parlé de l'appel de la gloire et de la racaille pour atteindre notre pleine humanité. Il me semble que nous devons en comprendre l'intention. Maintenant, Carl Jung, l'incroyable rebut qui se trouve en termes de notre potentiel au fond de notre cœur, l'extraordinaire noblesse que vous appelez l'étincelle de la divinité, et je dirais, fait à l'image d'un puissant créateur. Vous devez tenir ces choses en suspens si vous avez défini votre véritable humanité. Et en fait, le chemin qui mène à la valeur et au bon endroit est sûrement la vallée des ténèbres en premier lieu. S'il est possible d'être éveillé, pourquoi tout le monde ne l'est-il pas? Vous n'allez pas au paradis, on n'atteint pas le paradis sans avoir d'abord traversé l'enfer, pas vrai? Et qui va faire ça? C'est une chose terrible à faire, ce n'est même pas sûr que tu puisses y vivre. C'est brutalement dommageable d'en venir à accepter sa propre propension à la malveillance. Et donc, les gens ne le font pas, et ce n'est pas étonnant. Mais ce qui est drôle, c'est aussi que quelque chose qui a attiré les gens qui ont suivi mes conférences, particulièrement les jeunes hommes. Tant que vous ne savez pas, tant que vous ne comprenez pas que vous êtes un monstre, tant que vous ne développez pas cette capacité, vous n'avez pas la force mentale de faire le bien. Et donc, non seulement cette descente au départ est nécessaire pour vous effrayer, pour vous faire comprendre à quoi vous avez affaire, mais vous n'avez même pas la force de caractère pour être bon jusqu'à ce que vous compreniez exactement quel genre de monstre vous pouvez être. J'ai une règle dans mon livre, la règle 5. Ne laissez pas vos enfants faire quelque chose qui vous fasse les détester. C'est une méditation sur la monstruosité des parents. Ne sous-estimez pas votre capacité à ruiner la vie de vos enfants. Vous les laissez agir d'une manière qui vous fait les désapprouver. Vous vous vengerez d'eux d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne serez pas assez prudent en tant que parent et vous ne fixerez pas de limites appropriées. Ne laissez pas vos enfants vous ennuyer, c'est une très mauvaise idée. Cela signifie que vous devez essayer de réguler votre propension à l'agacement et que vous devez essayer d'être civilisé et que vous devez parler à votre partenaire, votre femme ou votre mari de vos sensibilités excessives et de vos bêtises. Mais cela dit, vous devez savoir qui est le monstre, et c'est vous. La malveillance individuelle est réelle. La contenir à l'intérieur de soi est extraordinairement intimidant. Lire l'histoire en tant que coupable est traumatisant, ce sont des choses difficiles. Et puis réfléchir aux problèmes que pose le fait de s'attaquer à quelque chose comme l'inégalité, au lieu d'y réagir par réflexe de compassion, en mettant en œuvre des politiques sur cette base qui vont être contre-productives, c'est aussi extraordinairement difficile. Il y a donc une part de difficulté. Et puis, je dirais aussi, nous n'avons pas parlé du ressentiment qui anime la discussion sur l'inégalité. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas comme si tout le monde à gauche était submergé par la compassion et c'est pourquoi toutes ces choses brutales ont tendance à se produire. C'est qu'ils sont aussi submergés par le même genre de jalousie que Caïn avait pour Abel et le même genre d'impulsions meurtrières qui ont émergé très rapidement comme conséquence de cette jalousie. Il en a plus que moi, il doit être l'auteur du crime, c'est moralement obligatoire pour moi de l'éliminer. C'est un message facile à vendre. J'ai lu comment les communistes ont découlakisé la campagne russe. Alors imaginez, nous sommes en Russie, vous êtes dans un village environ 30 ans ou quelque chose comme ça après que les serfs aient été émancipés. Il y a quelques agriculteurs qui ont réussi à créer des entreprises agricoles prospères. Ils ont peut-être quelques vaches, ils ont quelques terres, ils sont capables d'embaucher quelques personnes et ils produisent presque toute la nourriture. Et donc ils sont une minorité dans n'importe quel village parce que les hyperproductifs qui réussissent sont toujours une minorité. Donc ils sont minoritaires dans chaque village. Très bien. Et donc, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui s'en sortent moins bien, et puis il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas bien du tout. Donc, il y a des gens qui souffrent juste à cause de la vie, mais d'autres ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose de productif une seule seconde de leur vie. Et les intellectuels communistes arrivent et disent « Vous savez, ces gars qui s'en sortent tellement mieux que vous, oui, eh bien, ils vous ont volé tout ça. » Et donc, vous êtes moralement obligé d'aller le reprendre. Donc,
Après 6 verres d'hydromel, ou disons 10, ou disons 20, et je suis bourré comme un coin, et j'ai mes copains cruels avec moi, et nous sommes tous pleins de ressentiment parce que nous avons gaspillé nos vies misérables. Et maintenant, nous avons l'opportunité d'aller en bas de la rue chez notre voisin riche et de violer ses filles, et nous pouvons le faire au nom du bien. C'est une histoire que vous pouvez marquer, et ça s'est passé partout en Union soviétique, et donc ils ont éliminé les koulaks. C'est super. Et ensuite, 6 millions d'Ukrainiens sont morts de faim. C'est exact, c'est brillant. Je suis un fermier. L'Ukraine était le grenier de l'Europe, c'est ce qu'elle était. Puis c'est devenu une région pathétiquement incapable de se nourrir elle-même. Et pourtant, le même genre de vision du monde a donné naissance à ça. Nous a-t-on dit. Vous utilisez le mot néo-marxiste. Beaucoup de gens en Australie utilisent le mot marxiste culturel. J'ai un vieil ami qui m'a dit « De quoi tu parles, John ? Tu sais, le capitalisme libre d'Australie ne va pas laisser cela se produire ici. » Eh bien, la compagnie aérienne Qantas a fait un pas en avant dans ce sens l'autre jour en adoptant sa politique de police du langage. Ces sociétés qui devraient être bien plus avisées laissent ces 5e colonnes d'extrême gauche entrer dans leurs organisations. Elles pensent qu'elles ne vont pas payer pour ça. Je pense qu'elles vont s'arrêter à quelques demandes de reconstruction de la langue, non pas que les demandes de reconstruction de la langue soient insignifiantes d'ailleurs. C'est peut-être la chose la plus importante qu'on puisse exiger. Je veux remodeler la façon dont vous parlez, je veux remodeler la façon dont vous pensez. C'est comme, bon c'est d'accord, tant que ça n'interfère pas avec le résultat net. C'est comme si ça allait interférer avec les résultats. Vous laissez entrer cette 5e colonne. C'est un avertissement pour les gens de l'entreprise. Vous laissez cette 5e colonne entrer. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Les choses peuvent changer en un clin d'œil. Vous savez, une minorité très bien organisée, même si la majorité s'oppose à eux, ils le font. Une minorité très bien organisée peut avoir un effet incroyablement pernicieux sur nous. Les sociétés changent de direction lorsqu'un petit groupe de personnes décide de changer sa direction. C'est comme ça que l'histoire fonctionne. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans les